Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Bon, mauvaise nouvelle aujourd'hui, le FMI annonce une baisse de la croissance anticipée, donc ça c'est pas super, hein. Ça nous replonge un petit peu dans ce phénomène de stagflation. C'est quoi une stagflation? C'est une situation où l'économie stagne, la croissance stagne et où l'inflation augmente. Donc ça peut peser bien évidemment sur les marchés financiers. On a également Powell qu'on attend. On a pas mal de résultats également qui vont être publiés. Et je vais également essayer de revenir aujourd'hui sur Jeremy Grantham, mais sur les propos tenus par Jeremy Siegel. Et peut-être que certains parmi vous le connaissent, mais il a écrit un super bouquin sur l'investissement. Pour moi, c'est l'un des meilleurs livres sur l'investissement. C'est un professeur à Wharton, il doit avoir 75 ans aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un de brillant et c'est quelqu'un qui dit aujourd'hui, on est en phase de crack. Donc ça va être une grosse vidéo. Donc pour les résultats aujourd'hui, on va avoir Microsoft, on va voir Texas Instruments, on va avoir American Express, on va avoir General Electric, on va avoir Ericsson. Donc on a pas mal effectivement de résultats assez intéressants, mais voilà, le plus gros, ça va être ça, hein. Et comme je vous l'ai dit souvent, voilà, on a Microsoft. Donc ça c'est aujourd'hui, Johnson Johnson aujourd'hui, Verizon aujourd'hui, voilà. Donc ça c'est effectivement les gros résultats qu'on aura. Demain on aura Tesla. Donc ça c'est super méga attendu comme résultat. Donc on va commencer par la première news, à savoir le FMI qui diminue ou qui baisse sa prévision de croissance pour 2022. Pour lui, il y a deux facteurs importants. Il y a les États-Unis, il y a la Chine. Et pour le FMI, le Fonds monétaire international, et c'est un rapport qui est toujours très suivi par les économistes, il dit, voilà, on s'attend à une baisse de 0,5 points de croissance en moins par rapport aux prévisions précédentes, et notamment dû au fait du ralentissement aux États-Unis et en Chine. Et on voit effectivement pour le FMI que en 2022, l'économie est rentrée dans une période plus faible, elle est en position de faiblesse par rapport à l'année précédente, qu'il y a également des surprises, hein. Ils s'attendaient à une croissance un peu plus forte, mais que derrière, voilà, il y a quand même eu pas mal de choses. Et on peut le dire, hein, le fait que la Chine, hein, vous voyez, zéro Covid policy ici, donc cette politique du zéro Covid a pesé sur la croissance de la Chine, mais il n'y a pas que ça. Il y a également tout ce qui concerne l'immobilier, etc. Et donc tout ça, ça a fortement pesé sur la croissance de la Chine et ça explique effectivement ce ralentissement de l'économie mondiale. Mais on a également le problème dans d'autres pays comme le Canada, le Brésil, le Mexique. Et alors, il y a l'inflation, hein, qui va peser sur la croissance, les prix de l'énergie, pétrole, etc., qui flambent. Pour le FMI, l'inflation va persister plus longtemps que prévu, mais ils disent, voilà, mais elle devrait diminuer à la fin de cette année, parce qu'effectivement, voilà, les déséquilibres d'offres et de demandes devraient diminuer fin 2022. Et les politiques monétaires, etc., ça dépendra également de la manière dont les politiques monétaires vont réagir par rapport à tout ça. Donc en fait ici c'est très simple, d'accord. On est dans une phase encore une fois qui rappelle les années 1970. Hein. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos, mais dans les années 1970, on s'est retrouvé avec des inflations à 14% et plus, et on s'est retrouvé avec une période de croissance plus faible. Alors bien évidemment, vous allez me dire, ok, Tammy, là il y a le PDG de JP Morgan qui dit qu'on va avoir une croissance forte. C'est pas encore une fois, bon, il y a toujours des rigolos, mais il y a un gars qui disait, ouais, Tammy, tu dis peut-être que ça va monter, peut-être que ça va baisser, donc tu auras toujours raison. Ce qui est faux, parce qu'il y a des moments où j'ai une conviction. Par exemple, récemment sur les indices, je disais voilà, si on casse ce niveau, ça va se casser la figure, et c'est ce qui est arrivé. Mais voilà. Et il y a des moments où je ne sais pas, et je préfère ne pas savoir, et je préfère attendre. Et ça, encore une fois, j'ai relu le bouquin de Paul Tudor Jones, de Jacques Schwager ce matin, où il parlait de Paul Tudor Jones. Et Paul Tudor Jones, il disait la chose suivante. Paul Tudor Jones disait, en fait, moi, tous les jours, je réévalue mes positions. Autrement dit, mon scénario d'hier, il est caduc le matin.
Donc, si par exemple, hier, je disais je suis haussier, le lendemain, je me réveille et je ne regarde pas l'évolution de ma position. C'est énorme, c'est énorme. Il dit, je regarde pas si par exemple j'ai gagné plus de 10% ou plus 20%. Non, il dit, est-ce que mon idée est toujours bonne? Et donc, le lendemain, il arrive et dit, on repart d'une feuille blanche. Est-ce que ce que l'on a fait, on a acheté, on a vendu, est-ce que c'est toujours d'actualité? Et donc, quand un mec comme Paul Tudor Jones te dit tous les jours, j'arrive et je sais, et je remets en question mon analyse, et que tu vois un gars sur YouTube qui dit ouais, il faut savoir, est-ce que j'achète, est-ce que je vends? Non, non, Paul Tudor Jones. Et les gars, en fait, il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre de la hauteur. C'est-à-dire, c'est vrai que tu as aujourd'hui n'importe qui s'invente une expertise sur YouTube. C'est assez incroyable. Et avec les cryptos, c'était juste festival. Et moi, encore une fois, je suis pas là pour taper. Il y en a qui sont super et il y en a qui sont très moyens. Mais je dis, au final, c'est votre argent, c'est votre responsabilité. C'est pas moi ou c'est pas quelqu'un d'autre qui doit vous dire ce que vous devez faire. D'accord? Moi, je suis là pour partager une partie de mon expérience, pour vous dire ce que j'aime, ce que je pense. Parfois, je me trompe, parfois, j'ai raison. Mais encore une fois, le plus important, c'est quoi? C'est vraiment le mindset que vous devez avoir. C'est pas je veux savoir ce qui va se passer. Et en fait, tu vas jamais grandir si tu as cet état d'esprit. Tu vas jamais réussir dans le business, dans l'investissement, dans n'importe quel domaine si tu as cet état d'esprit. En fait, le meilleur état d'esprit, c'est la personne qui arrive, qui dit je ne sais rien. Je veux apprendre. Je veux me développer. Et sur les marchés financiers, en fait, le problème, c'est qu'il y a trop d'experts. Et quand tu as trop d'experts, ça devient un gros problème. Alors que l'approche de Paul Tudor Jones, elle est géniale. Paul Tudor Jones, il dit, moi, j'arrive, je sais pas. Et je rêve. Donc, moi, c'est un petit peu la même chose. C'est hier, j'étais baissier et là, aujourd'hui, je me dis, OK, qu'est-ce qui a changé? Quels sont les facteurs qui ont changé? Qu'est-ce qui fait que je pourrais me dire, mon analyse d'hier, elle était bonne hier, mais elle n'est plus bonne aujourd'hui. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens, ils vont dire ouais, mais c'est pas logique, je veux savoir. Et c'est là où beaucoup de gens se plantent et l'immense majorité perd parce que l'immense majorité est dominée par son ego, pas par les mathématiques, les statistiques, le backtesting, etc. Par exemple, sur les options, il y a plusieurs stratégies sur lesquelles tu n'as même pas besoin de savoir ce que va faire le marché. Tu t'en fiches. Alors bien évidemment, tu évalues des fourchettes, etc. Mais tu n'as pas besoin de toujours savoir ce que va faire le marché. Tu dois juste capitaliser sur les émotions, la psychologie, la volatilité. Point. Et tu n'as même pas besoin d'avoir un directionnel. Donc, je continue. Donc, il y a cet article très important sur la dette publique, notamment la dette dans les pays émergents. Et en fait, cet article dit la chose suivante, il dit si on a une hausse des taux d'intérêt, on aura une crise mondiale de la dette. Donc, c'est le Jubilee Debt Campaign. Et ils disent, voilà, les paiements de la dette. Donc, vous savez, quand on a une dette, notamment, voilà, les États-Unis, l'Europe, la France, etc., la dette, d'accord, il y a ce que l'on appelle les charges, d'accord, d'intérêt, les intérêts de la dette. Et les intérêts de la dette, jusqu'à présent, notamment en Europe, en France, aux États-Unis, étaient très faibles. Pourquoi? Parce que les intérêts étaient très faibles. Donc, ce qui fait que dans les années 2010 à 2020, du fait de taux d'intérêt très faibles, on a eu un phénomène assez bizarre. C'est-à-dire que la dette publique a augmenté, d'accord? Donc la dette aux États-Unis, en Europe, dans le monde entier. Donc la dette publique a augmenté fortement, sauf que les charges d'intérêt sur la dette ont diminué. Et c'est vraiment problématique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand tu vois que les intérêts ne sont pas importants sur la dette, ça encourage les gouvernements à faire quoi? À s'endetter encore plus. Parce que la solution pour eux, c'est la dette.
Et donc, on a augmenté la dette, on a augmenté, jusqu'à arriver aujourd'hui. On est dans une situation où l'inflation, pour la première fois, ressurgit depuis 40 ans. Donc, on a une situation où l'inflation augmente et où cette inflation peut devenir hors de contrôle. Or, si l'inflation augmente fortement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, justement, on va avoir une hausse des taux d'intérêt. Et qui dit hausse des taux d'intérêt dit hausse des charges d'intérêt sur la dette. Or, ces charges d'intérêt, elles vont être répercutées sur pas mal de choses. Baisse des dépenses de santé, des dépenses de défense, baisse des dépenses d'éducation, sécurité, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce que ça va coûter trop cher. Et donc, on va prendre une grosse partie du budget, on va l'allouer à payer les charges d'intérêt, alors que c'était pas notre intérêt, ou alors que ce n'est pas le plus important. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où justement, et c'est ça le paradoxe, où le risque de hausse des taux d'intérêt peut aggraver la situation, pas que des États-Unis, pas que de l'Europe, pas que de la Chine. Et d'ailleurs, rappelez-vous, je vous avais fait un papier où la Chine, une vidéo dans laquelle je disais que le président chinois disait attention à la hausse des taux d'intérêt parce qu'on risque effectivement de le payer au prix fort. Et il n'avait pas tellement tort. Parce que si on augmente les taux d'intérêt, on risque effectivement d'avoir une problématique au niveau mondial. Et donc ici, ce papier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les pays en voie de développement, ils ont vu les intérêts de la dette, debt payment, rose 120%, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté de 120% entre 2010 et 2021. Donc, ce sont ces pays qui, aujourd'hui, payent de plus en plus de charges d'intérêt. Alors que l'Europe a vu sa charge d'intérêt diminuer, alors que les États-Unis a vu sa charge d'intérêt diminuer. Pourquoi? Parce que comme ce sont des puissances économiques, des grands blocs économiques, ils peuvent se financer avec des taux plus bas. Et bien évidemment, ils ont utilisé la planche à billets, ce que d'autres pays émergents ne peuvent pas faire. Par exemple, la Turquie, s'ils font la même chose, c'est foutu. L'Argentine, etc. Donc, il y a pas mal de pays qui n'ont pas cette surface et donc ne peuvent pas émettre autant d'argent que ce qu'a fait les États-Unis ou l'Europe. Donc, on est dans une situation où les charges de la dette sont extrêmement importantes. Et donc, vous voyez, the average portion of government revenues channeled toward external payment increased from 6.8%. Donc, effectivement, la part des dépenses du gouvernement dédiées au taux d'intérêt, à la charge de la dette est passée de 6,8% en 2010 à 14,3% en 2021. Autrement dit, aujourd'hui, les charges d'intérêt dans les pays en développement représentent 14,3% du budget, ce qui est juste énorme. Ce qui est juste énorme. Et donc ça peut effectivement être un énorme problème au niveau mondial. Pas qu'au niveau, pas qu'au niveau de la bourse, etc. Donc on voit bien qu'on rentre dans une ère très mouvementée au niveau mondial. Et ça ne concerne pas que les bourses internationales. Donc cette hausse va handicaper les pays, notamment en développement, qui ont été très affectés par la pandémie. Il y a beaucoup de pays qui ont vraiment, vraiment souffert. Et donc, ce qui fait dire à la directrice du Fonds monétaire international qu'une hausse des taux d'intérêt pourrait effectivement, semer un trouble au niveau de la croissance, de la reprise de certaines économies. Pourquoi? Parce que si les États-Unis augmentent les taux d'intérêt, les autres pays devront suivre et ça pourrait effectivement avoir des conséquences assez délicates. Donc, on est véritablement à un moment charnière. Il y a Shaw qui a appelé effectivement les leaders du G20. Il a dit arrêtez de vous voiler la face. Et aujourd'hui, il faut réellement une solution au niveau mondial en ce qui concerne la dette. L'autre info très importante qui pourrait avoir un impact sur les marchés, c'est bien évidemment le conflit États-Unis-Russie et ce qui se passe en Ukraine. Aujourd'hui, ça peut effectivement avoir un impact
extrêmement important sur les marchés financiers, sur l'économie mondiale et même sur un plan tout simplement de la sécurité au niveau mondial. J'en arrive à notre ami Jeremy Siegel. Alors, c'est son bouquin, ce gros bouquin. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est vraiment magnifique. C'est voilà l'un des meilleurs bouquins écrits sur la finance. Voilà, il est vraiment génial. Et Jeremy Siegel, il dit la chose suivante. Il dit OK, le Nasdaq va rentrer effectivement dans un marché baissier. Et pour lui, effectivement, la baisse, elle est loin d'être finie. Pour lui, il considère qu'on va avoir une correction de 20%, c'est-à-dire qu'on est encore loin d'avoir touché les points bas. Pour lui, effectivement, voilà, il y a toujours ce problème de l'inflation. L'inflation, elle reste importante. Il dit voilà, je ne pense pas que la douleur soit finie. Et puis, il explique que les prix pourraient augmenter de 7%, comme voilà, et on pourrait avoir une hausse des prix encore plus forte qu'attendue. Et donc, bien évidemment, la Fed va devoir être répressive, augmenter les taux d'intérêt pour diminuer la pression inflationniste actuelle. Et je voulais partager avec vous cet article qui est juste énorme sur justement ce qui s'est passé hier. Je pense que vous vous en souvenez, on a eu une volatilité incroyable. Hier, donc je reviens dessus en une heure. Donc vous voyez, ça c'est hier. C'est le marché qui a fortement chuté, d'accord, qui a atteint, voilà, qui s'est littéralement effondré, donc qui a perdu quelque chose comme plus de 5% en séance. Et puis vous voyez, à la fin de la séance, le marché, il a fait un rebond de 6%. De 6%. Et alors, il y a une recherche qui a été effectuée sur ce type de mouvement. Donc, on n'a jamais eu un mouvement aussi puissant depuis 2001. C'est juste énorme. Et donc, ici, vous avez là ce papier qui vous dit la chose suivante. Il dit, on n'a pas eu un mouvement pareil depuis 2001. Et que dit ce papier? C'est très important. Alors ça ne veut pas dire, il faut pas tirer de conclusion. Mais ce papier, c'est voilà, c'est une recherche et elle est assez costaud. Donc il dit voilà, le lundi, on a assisté à une forte baisse, on a eu un rebond, c'est-à-dire 5% ont été effacés comme rien. Et il dit en fait ce type de mouvement, on l'a eu, mais il y a 20 ans. C'était durant la bulle technologique et l'éclatement de la bulle technologique. On n'a pas revécu une telle volatilité depuis le 8 janvier 2001. C'était la crise des dot-com et on avait effectivement assisté à une forte baisse des marchés. Et alors là, regardez, ils disent, voilà, on a eu également en 2008, ça c'est les jours où on a eu une forte baisse du marché. Donc les journées où on a eu une forte baisse des marchés, suivie par une forte hausse. Donc vous voyez, le 24 janvier 2022, on a eu une perte de 5% en journée et on a terminé légèrement haussier. On a eu ça en 2008, le 13 novembre 2008, une perte de 4,76% et ça a clôturé à la hausse. On a eu ça en 2008, 4,84, etc. Et vous voyez ensuite, 2001, on a eu ça donc 2008, on a eu plusieurs fois, trois journées comme ça. En 2002, donc 2002, c'était quasiment la fin du crack, puisque le marché s'est repris en 2003. Donc vous voyez, en 2002, on a eu moins 4,55 plus 2, moins 4,19, moins 4,61. Et on a eu également ça en 2000, moins 4,87, etc. Donc c'est assez incroyable ce qui s'est passé hier, mais ça nous prouve qu'on est peut-être aujourd'hui en train de vivre voilà, un retournement. C'est encore tôt. Moi, je vous ai fait mon analyse. Je pense qu'elle était limpide. Il y avait aucune ambiguïté par rapport à ça. Et je vais vous la refaire si, alors bien évidemment, je pense que je vais prendre le QQQ, c'est-à-dire le Nasdaq, pour ce, voilà. Et je vous avais dit ce niveau, on l'avait cassé, d'accord? Et je vous avais parlé effectivement de ce premier niveau. On a cassé les deux niveaux, la divergence baissière, tout ça, j'en parle depuis des semaines. Ça, c'est pas, je l'ai pas dit aujourd'hui, d'accord? Et on est clairement rentré en territoire négatif. Maintenant, encore une fois, comme je l'ai dit hier, on peut très bien avoir un phénomène comme ça, c'est-à-dire on se reprend, et moi, je m'en fiche, ça ne m'étonnerait pas, mais si on a ce phénomène de reprise, ça veut dire que derrière, voilà, on a la Fed qui attaque,
on a une nouvelle très très positive, on a quelque chose qui va surprendre tout le monde. Mais si la Fed augmente les taux d'intérêt, si elle reste dans une politique de rigueur, si l'inflation s'aggrave, si l'Ukraine ça s'embrase, si on a voilà d'autres nouvelles négatives, plus parce qu'il y a les nouvelles, plus le côté technique, parce que c'est ça, on a les deux, on a les fondamentaux et on a l'analyse technique. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça peut continuer de baisser. Donc techniquement pour moi, on est rentré en territoire négatif. Le seul truc, c'est ça, c'est avoir un phénomène comme ça. Mais il faut que la Fed réagisse vite. Parce que si elle ne réagit pas vite, qu'est-ce qui va se passer? On peut avoir un phénomène comme ça, on peut avoir une reprise, c'est pas un problème. Tant qu'on est sous cette zone de résistance, d'accord? C'est-à-dire le niveau des 360, pour moi, on est en territoire baissier. On est en territoire baissier, d'accord? Il n'y a aucune ambiguïté en ce qui me concerne. Si ça casse légèrement et ça repart à la baisse, on est toujours baissier. Si par contre ça casse et ça explose, pour moi c'est bon. Le scénario vendeur, il est évacué. Mais encore une fois, c'est ça. Et donc ça, je suis pas Madame Irma, je m'en fiche, d'accord? Et moi, je vous dis encore une fois comment j'analyse, comment je raisonne. Vous aimez, super, vous n'aimez pas, je m'en fiche, d'accord? Ça va pas changer ma vie. Mais voilà comment je vois la chose. Donc moi, pour moi, soit on a voilà peut-être un rebond et puis ça se casse la figure, soit on casse et on réintègre le marché haussier. Mais pour ça, il me faut des nouvelles positives. D'accord, je veux pas juste un truc genre oui, un petit truc. Non, non, il faut du positif pour réintégrer la tendance haussière. Sinon, on est effectivement en zone de danger. Et je vais, les amis, donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, donc il y avait pas mal d'infos. Je vais vous réserver une autre vidéo dans laquelle je vais vous parler de la mère de toutes les bulles. Je vais parler de Jeremy Grantham et je vais vous parler de son diagnostic qui pour moi est juste limpide et c'est clair que je suis d'accord avec lui sur énormément de choses. Alors attention, Jeremy Grantham s'est trompé l'année dernière. L'année dernière, il disait, voilà, il disait, là, vous voyez cet article, c'était l'année dernière, 2021. Il disait, on est en bulle, on est en bulle, on est en bulle. Sauf que l'année dernière, les marchés ont connu une croissance vertigineuse. Mais maintenant, Jeremy Grantham, c'est quelqu'un qui est extrêmement bon sur le long terme. Ce qu'il dit est juste génial. C'est pour ça que je voulais lui consacrer une vidéo à part entière. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de liker, de partager, de me mettre du agir en commentaire et de me mettre, si vous êtes chaud pour l'autre vidéo sur Jeremy Grantham parce que c'est du très très lourd. À plus les amis. Ciao, ciao, ciao.